Salut, je m'appelle Jean-Nicolas Véraud. Vous le savez peut-être, mais j'ai 3 enfants. Donc, les bras bien remplis. Ah, et ça, c'est Colette. Des petits et des gros problèmes de santé, on en a vécu, on en vit encore. On en vit tous, d'ailleurs. Des bobos ou des conditions plus ou moins graves, parfois gênantes, parfois cocasses, parfois tabous, et qui nous créent toutes sortes d'angoisses. Dans cette nouvelle saison du balado Ma santé sans tabou, je vous ouvre les portes de chez moi. C'est dans mon petit cocon que je vais accueillir les pharmaciens et pharmaciennes propriétaires affiliés à Brunet qui vont nous aider à apaiser nos inquiétudes du quotidien. Là où je continue de recevoir mes courriers du corps, les histoires vraies de personnes qui vivent des problèmes de santé ou des conditions particulières. Aujourd'hui, on parle de vivre avec le cancer grâce à l'histoire de Joël, 36 ans. Le courrier du corps. Cher Jean-Nicolas, je vis avec un cancer de stade 4 depuis 8 ans. Tout a commencé par un grain de beauté. Je pensais l'avoir depuis toujours, je faisais pas attention. Puis, elle commençait à être plus sensible, à me gratter, à saigner, et là, je me suis inquiété. Par hasard, en passant à la pharmacie, j'ai vu que des dermatologues faisaient des dépistages du cancer de la peau, et c'est comme ça que j'ai appris que j'avais un mélanome. Vivre avec un cancer, ça veut dire passer beaucoup de temps à l'hôpital et beaucoup de temps à la maison en convalescence. En 8 ans, j'ai subi 3 opérations et 3 traitements différents. J'ai du mal à me rappeler l'époque où je prenais pas de pilule. Bien sûr, tout ça est épuisant, tellement épuisant que j'ai dû arrêter de travailler. Je suis hygiéniste dentaire. Avant, je pouvais avoir 6 patients par jour. Au début du traitement, après 1 patient, j'avais besoin de la semaine pour récupérer. Malgré ma précarité physique et financière, j'ai pas sombré pour autant. J'ai découvert en moi une force incroyable, l'envie de vivre plus forte que tout. J'ai une petite fille et c'est aussi pour elle que je me bats tous les jours contre le cancer. Je crois que le plus dur dans ma maladie, c'est ça, découvrir la fragilité des gens autour de soi. J'ai dû me séparer du père de ma fille pour cette raison. Il n'a pas supporté que je sois malade. Il était plus anxieux que moi. C'est moi qui devais le rassurer. La nuit, lorsque je devais prendre ma température pour contrôler les effets secondaires de la thérapie ciblée, il trouvait que je faisais trop de bruit avec le thermomètre et m'a demandé de dormir dans la chambre de notre fille pour ne pas le déranger. Je suis de nature introvertie. Je dis pas toujours ce que je pense, mais j'ai trouvé la force de penser à moi et je l'ai quitté. J'avais accepté l'idée que je serais seul pour le reste de ma vie parce que personne ne voudrait être avec quelqu'un qui a le cancer. Jusqu'à un jour ou un matin, il y a 2 ans, en accompagnant ma fille à l'école, j'ai rencontré le père d'un de ses camarades de classe. Nos regards se sont croisés comme dans un film. Il m'a retrouvé sur les réseaux sociaux et il a liké une de mes photos. Je lui ai tout de suite écrit et notre histoire a commencé comme ça. Je lui ai rapidement parlé de ma maladie et il n'a pas eu peur. Il m'a prise comme j'étais. J'étais tellement anxieuse au début, surtout de lui montrer mon corps qui avait subi beaucoup de changements suite aux opérations. Je travaille encore là-dessus, mais j'ai découvert que vivre avec le cancer m'avait donné beaucoup de courage. Je fonce parce que j'ai plus de temps à perdre. C'est puissant comme témoignage. Les conseils du pharmacien. Salut! Salut, ça va? Ben oui, toi? Ben oui, ça va bien. Bienvenue chez moi. Ben merci Jean-Nicolas, merci de me recevoir. Ben oui, puis j'ai la chance d'être avec Nicolas Huot. T'es pharmacien propriétaire affilié à quel endroit? À quel Victoriaville. Victoriaville. Ouais. OK, d'accord. T'as fait une bonne route aujourd'hui? Quand même, mais ça s'est bien fait. On est ensemble aujourd'hui pour répondre à des questions, calmer des inquiétudes, des angoisses. Puis c'est un sujet assez répandu duquel on va parler aujourd'hui. On parle de vivre avec le cancer. Je t'avoue, en partant, avant de te poser la première question, que il y a eu des cas dans ma famille, puis évidemment, ça fait partie des peurs et des anxiétés qui nous habitent, en tout cas qui m'habitent, moi. On a toujours l'impression d'avoir un petit quelque chose, puis la première chose qui nous vient en tête, c'est « ça se peut-tu que ce soit le cancer? Aussitôt qu'on a mal quelque part. Donc, c'est un sujet quand même sérieux. Ma première question, c'est d'abord, est-ce que tu peux me définir c'est quoi le cancer? Tu sais, on a toujours l'impression qu'il y a beaucoup de termes pour définir la même chose. Si on parle de mélanome, tumeur, carcinome. On est un peu confus à travers tout ça. C'est quoi le cancer?
Bien, le cancer, à la base, c'est quand on a une cellule qui devient anormale, qui se met à proliférer d'une manière qui n'est plus en synchronisation avec le reste du corps. OK. Fait que le cancer, c'est un terme qui est assez large. Après ça, on va avoir différents types de cancers qui vont dépendre un peu de la localisation où on va les retrouver. Fait que, tu sais, vraiment, cancer, on parle du nom général. Après ça, on peut y aller dans des termes plus spécifiques. On entend souvent des termes comme cancer de la prostate, cancer des poumons, cancer du sein, mais on parle juste de l'endroit où que le cancer peut être. Dans ces cas-là, des fois, ça va être une tumeur. Donc, une tumeur, qu'est-ce que c'est? C'est une masse de cellules qui se met à proliférer puis qui vient former comme un petit noyau. Fait que ce noyau-là, c'est un cancer qui est bien défini dans un organe ou ailleurs au niveau du corps. Par la suite, ce qui peut arriver, des fois, c'est que ces noyaux-là vont comme se mettre à migrer un petit peu partout au niveau du corps. Donc là, ça va former des métastases. OK, c'est ça qu'on entend quand on dit que ça devient métastasique. Exactement. Okay. C'est que le cancer part d'un endroit, il rentre en circulation dans le sang, puis il va contaminer d'autres endroits au niveau du corps. Il existe aussi des cancers qui ne seront pas une masse, mais qui vont être des cancers du sang qu'on va avoir en circulation, un peu comme les leucémies. Exactement. Donc, ça, c'est le terme général de cancer. Après ça, bien, il va y avoir tous les cancers on pourrait y aller dans des termes qui sont plus spécifiques. Donc, tu sais qu'on va avoir un carcinome, mais qu'est-ce que c'est exactement? Mais c'est un cancer qui va prendre la localisation, qui va débuter à l'intérieur de la peau ou sur le tissu qui entoure les organes. Ça va être le type de cancer qui va être le plus répandu. Okay. On va avoir aussi les mélanomes, qui sont des cellules, finalement, c'est le cancer qui débute au niveau des cellules de la peau. On peut en avoir aussi, par contre, des mélanomes à d'autres endroits, donc au niveau des yeux. C'est beaucoup plus rare, mais c'est quoi qui peut arriver pareil. Puis aussi, mais comme on a mentionné, mais il va y avoir différents types de cancers qui ne seront pas localisés à un endroit en particulier, mais qui vont être les cancers du sang, donc les myélomes multiples, les leucémies, qui sont des cancers qui peuvent arriver aussi. OK. Dis-moi si je me trompe, là, mais j'ai comme l'impression qu'il y a de plus en plus de cas de cancer et de plus en plus jeunes. Oui, c'est vrai. Puis c'est de quoi qu'on a remarqué, là, quand on regarde dans les 30 dernières années, le nombre de cancers chez les moins de 50 ans a augmenté. Il y a une étude britannique qui a même démontré finalement que le nombre de cancers a augmenté de 80 Fait que, on est passé de 1,8 million de cancers à 3,2 millions chez la population des 14 à 49 ans. Donc, c'est une population qui est encore jeune. Ça a augmenté. Malheureusement, on n'est pas encore capable de dire pourquoi que ça a augmenté. OK. On n'est pas, tu vois, on n'est pas encore. C'est peut-être parce que je vieillis aussi, puis j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de cas autour de moi, mais quand même, tu réponds à ma question, il y a de plus en plus de cas. Est-ce qu'on vit de mieux en mieux avec le cancer? C'est sûr que les recherches ont beaucoup avancé, puis on a des nouveaux médicaments qui nous aident à mieux vivre avec le cancer. Fait que, tu sais, la réponse facile, c'est oui. Pour la majorité des cancers, on est capable de mieux vivre de nos jours avec. L'espérance de vie va être plus longue ou on peut même avoir une rémission. Par contre, c'est sûr que le cancer, mais personnellement, moi, c'est un mot qui me fait peur. Fait que c'est sûr que même si c'est un cancer, on dit que ça va être traitable. C'est sûr que c'est de quoi qui fait peur et qui va être causé de l'anxiété chez la population. C'est quoi les différents types de traitements qui sont offerts pour le cancer? Il en existe plusieurs. T'sais, la première des choses qu'on peut faire, c'est une chirurgie. Donc, c'est juste aller puis enlever le tissu qui est cancéreux. Souvent, les traitements aussi, ils vont en avoir plusieurs qui vont être mis ensemble. T'sais, on n'aura pas juste un traitement qui va permettre d'éliminer le cancer. Donc, quand on a de la chirurgie, souvent, mais par la suite, ça va être mis avec de la chimiothérapie. Donc, de la chimiothérapie, c'est quoi? C'est qu'on va prendre un médicament qui va venir éliminer le cancer ou qui va venir détruire les cellules cancéreuses. On peut aussi avoir de la radiothérapie. Oui, la radiothérapie, ça, il faut aller à l'hôpital. C'est avec un équipement qui est spécialisé, mais ce que ça fait, on envoie des ondes qui vont aider à détruire les cellules cancéreuses ou à venir détruire son ADN. On va avoir aussi, des fois, on entend parler de l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, c'est quoi? C'est qu'il y a des cancers qui, si on vulgarise un peu, mais qui se nourrissent des hormones du corps. Donc, on va donner un médicament qui va aider à réduire le taux des hormones. Donc, comme ça, le cancer va avoir plus de difficultés à proliférer. Puis concrètement, ça veut dire quoi, vivre avec le cancer? Moi mes exemples dans ma famille, ça remonte à une autre époque. J'ai comme l'impression que les traitements étaient moins évolués. J'ai une mère qui a vécu longtemps avec le cancer, qui a été en rémission. Après ça, c'était le cancer du sein, c'est devenu le cancer des os. Et évidemment, elle est décédée assez jeune. Fait qu'on a vécu à la maison avec quelqu'un qui avait le cancer. Mais c'est une autre époque. Aujourd'hui, c'est quoi vivre avec le cancer? Bien, aujourd'hui, ça peut paraître se rapprocher à ce que tu as déjà vécu. Mais vivre avec le cancer, c'est sûr que quand on l'apprend, c'est une nouvelle qui vient bouleverser un peu notre existence. Ça veut pas, on embarque dans de l'inconnu, il faut l'accepter. Ça nous fait engendrer plusieurs émotions qui sont pas toujours faciles à gérer. Par la suite aussi, dans le quotidien,
Bien, un diagnostic de cancer, ça vient changer un peu notre routine à tous les jours parce que là, on a la maladie qui s'installe, on va avoir les rendez-vous médicaux qui vont être là, des fois qui peuvent être très, très, très prenants, puis une fréquence qui est assez régulière. Il y a le regard aussi de notre entourage. On dit qu'on a le cancer, bien, les gens ne savent pas trop comment réagir à ça. Tout à fait. Ce qui peut arriver aussi, mais qu'on a le cancer, veut pas, mais c'est qu'on vient changer notre routine comme ça, mais ça peut avoir un impact financier parce que là, on se met en arrêt de travail, c'est temporaire, c'est sur le long terme. Le conjoint aussi, est-ce qu'il faut qu'il fasse la même chose pour être capable de nous supporter? Fait que c'est sûr qu'il peut y avoir une replanification un peu de ce qu'il faut faire au niveau des finances. Moi, je me souviens à l'époque, là, mon père, qui était habitué d'une autre époque, là, que ma mère faisait à peu près tout dans la maison, là, et que tout d'un coup devient immensément fatigué. Ça change une dynamique familiale, puis surtout l'expectative, là, à cette époque-là, en tout cas, du moins, de se dire qu'est-ce qui va arriver. On s'en va avec tout ça. Là. C'était vraiment pas évident. Puis comment vous accompagnez les gens, vous autres, les pharmaciens, dans tout ça? Bien, les pharmaciens, c'est sûr qu'on est un professionnel de la santé qui est assez accessible. Donc, je veux dire, on est comme souvent le point d'entrée au niveau du système. Donc, on va être capable d'aider les patients à mieux comprendre un peu ce qu'ils vivent, à leur expliquer c'est quoi leur maladie, à voir avec eux les traitements qu'ils ont, à leur expliquer un peu le pourquoi du comment. Donc, pourquoi tu as ce traitement-là? Qu'est-ce qui peut t'arriver? C'est quoi les effets secondaires que tu pourrais avoir? Parlant d'effets secondaires, bien, on va les aider aussi parce qu'une personne qui fait de la chimiothérapie, par exemple... Là, je t'arrête. On entend... moi, mon souvenir, c'est que, en tout cas, les gens que je connais qui ont fait de la chimio, là, c'est très lourd, c'est difficile, puis les effets secondaires sont énormes. Oui. Ça dépend, mais ça va dépendre toujours du traitement que tu as. Mais oui, il y en a qui vont en causer plus que d'autres. Au moins, aujourd'hui, on est rendu avec un arsenal qui nous permet de mieux vivre un peu avec les effets secondaires. Donc, tu sais, le pharmacien va être là, la personne va avoir une prescription qui va être faite par le médecin avec des médicaments à prendre au besoin pour diminuer le risque d'effets secondaires. Puis le pharmacien va aider à l'épauler un peu, à y expliquer quand est-ce prendre son traitement, quand est-ce qu'il va être le plus optimal. Puis aussi, mais c'est maintenant, le pharmacien peut même en prescrire des traitements pour aider. Si la personne a des nausées, on a le droit d'en prescrire. Donc, tu sais, je veux dire, c'est des effets secondaires qui sont fréquents que là, le pharmacien va pouvoir épauler à ce niveau-là. J'ai reçu le courrier du corps d'une femme qui a dû arrêter de travailler à cause de son état de fatigue suite à son traitement. Est-ce que la fatigue est l'effet secondaire le plus récurrent? C'est sûr que la fatigue, c'est un des effets secondaires qui revient le plus. Pas les traitements, des fois, vont être difficiles sur le corps. Donc, tu sais, la fatigue va s'installer. Il faut penser aussi que c'est pas juste le traitement, des fois, qui va causer la fatigue, mais on vit avec le cancer. Donc, tu sais, ça va avoir des répercussions à l'intérieur du corps, je veux dire, la maladie. Aussi, comme on l'a dit, bien, il y a des rendez-vous médicaux, des fois, qui vont être à plusieurs reprises. Donc, tu sais, c'est prenant. Psychologiquement aussi, c'est pas facile de savoir qu'on vit avec le cancer. Donc, tu sais, ça peut venir gruger un peu notre énergie. Fait que, tu sais, c'est vrai que la fatigue, c'est un effet secondaire principal qu'on va voir dans la majorité des cancers. Après ça, il y en existe d'autres, des effets secondaires. On a tous déjà vu les photos, mais des femmes qui vont perdre leurs cheveux quand ils vont avoir des traitements de cancer du sein. Il peut y avoir des nausées. Il y en a qui vont avoir de la diarrhée, de la constipation. Ça vient affecter aussi tout notre système immunitaire. Veut pas. Tu sais, quand on traite le cancer, on vient attaquer les cellules qui se multiplient rapidement. Donc, tu sais, les cellules qui se multiplient, mais c'est rapidement aussi, c'est notre système immunitaire. Donc, tu sais, ça vient le faire baisser. Donc, il y a beaucoup d'autres effets secondaires qui peuvent arriver. Puis le pharmacien va être là pour vous aider à passer à travers. Bon, écoute, tu sais, pour des anxieux comme moi, là, à une certaine époque, on associait cancer à peu près à deux choses, ou plus ou moins, là, tu sais, tabac, cigarette. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut se méfier d'à peu près tout. Tu sais, quand on parle des shampoings, les poêles à cuisiner. J'ai acheté une poêle dernièrement, ma fille me dit « Hey, tu sais que l'espèce d'adhésif que tu là, c'est le téflon, c'est cancer. » Écoute, le soleil, ce qu'on mange, on est plus informé aussi. Fait qu'on a l'impression que ça se retrouve partout. Il y a de quoi devenir un petit peu fou là, à travers tout ça. Là, tu sais. Comment on peut prévenir le cancer? C'est sûr que quand on regarde tout, il ne faut pas tomber dans l'excès parce qu'il faut faire la différence entre le risque de cancer et le potentiel cancérigène. Donc, tu sais, il y a des substances qui sont vraiment définies, qui sont démontrées qui vont donner le cancer. D'autres, des fois, c'est comme, il pourrait causer le cancer, mais il faut faire pareil attention. Dans la vie de tous les jours, il y a plein de petits gestes simples qu'on peut faire qui nous permettent de diminuer le risque ou qui sont des habitudes à prendre qui pourraient nous aider à diminuer le risque d'avoir un cancer. On parle de... Tout le monde le sait, mais il faut faire attention au niveau du sommeil. Essayer de vivre sans tabac, ça peut être bon. Le traditionnel, bouger plus et manger mieux, ça s'applique aussi à ce niveau-là, je veux dire, puis ça l'aide à d'autres niveaux, mais c'est sûr que si on mange des aliments frais qui sont non transformés, ça peut venir aider à ce niveau-là. Limiter sa consommation, mais c'est d'alcool peut venir aider aussi.
Puis finalement, il y a certains vaccins qu'on peut recevoir, même des fois, qui peuvent venir aider à diminuer les risques de cancer. On parle au VPH, qui va être donné au secondaire. Il va y avoir aussi le niveau d'hépatite B. Donc, tu sais, c'est des vaccins qu'on peut recevoir qui vont diminuer nos risques de cancer. Écoute, parfois, c'est long avant de voir un médecin, on le sait. C'est quoi le rôle du pharmacien dans le dépistage du cancer? C'est sûr que le pharmacien, on ne peut pas faire un test diagnostique pour déterminer s'il y a un cancer ou pas. Par contre, on est formé pour être capable d'analyser les symptômes de nos patients. Puis, durant notre formation académique, on est formé aussi pour aider à identifier des signaux d'alarme ou les red flags, comme on appelle. Ouais. Je veux dire, qui vont permettre de dire si je vois quelque chose, mais il y a peut-être un risque. Donc, à ce moment-là, on va réaligner le patient. Je te dirais que personnellement, j'ai pareil, beaucoup de personnes qui sont venues me voir des fois avec des lésions suspectes au niveau de la peau, que tu regardes, puis là, tu dis, ça, il faudrait peut-être le faire évaluer. Il faut prendre un rendez-vous avec le médecin, peut-être pas dans la semaine qui s'en vient, mais d'ici un mois. Mais j'irai faire voir cette lésion-là. Je trouve que c'est anormal. OK. Fait que j'aurais pu aller te voir en pharmacie en disant, peux-tu regarder mon grain de beauté dans le dos? Je devrais-tu aller voir un dermatologue? Ouais. On peut toujours regarder. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours avoir la bonne réponse. Mais des fois, on est pareil formé pour ça. Donc, il y en a qu'on va se dire, j'aimerais ça que l'analyse soit poussée par quelqu'un d'autre. Je vois que c'est peut-être anormal ce que je vois. Parce que tu vois, dans mon cas, c'est une auditrice qui m'a vu jouer en chess dans une émission qui a écrit à mon agente pour dire, je pense qu'il y a un grain de beauté suspect dans le dos. Puis là, je suis allé voir un dermatologue. On l'a enlevé par prévention. Il n'y avait pas de problème. C'est peut-être une pharmacienne, on ne le sait pas. C'est peut-être une pharmacienne. On ne sait pas. Là, l'autre chose, moi, qui me rend anxieux aussi, vu qu'il y a des cas dans ma famille de cancer, c'est qu'on parle du fait que parfois c'est génétique. Qu'est-ce que ça représente comme pourcentage? Puis comment on peut savoir si on l'a le gène ou non? Bien, c'est sûr que la génétique, ça fait partie des facteurs de risque pour certains types de cancers. Ce qui peut arriver, c'est que la mutation d'un gène va être transmise aux enfants. Par contre, je te rassure, on parle d'environ 5 à 10 des cas de cancer qui vont être héréditaires, donc ce n'est pas la majorité. Si on pense qu'il pourrait avoir un cas dans notre famille, ça, il faut en parler avec le médecin parce que pas tout le monde va avoir droit à un test. On ne fait pas passer des tests à tout le monde. Si le médecin pense qu'il y a un risque, à ce moment-là, il pourrait proposer de passer le test. Puis là, mais c'est au patient qui choisit, est-ce que je le passe ou je le passe pas? Parce que ce que le test va dire, finalement, c'est est-ce que tu es porteur du gène? Mais ça ne veut pas dire que tu vas développer la maladie non plus. Donc, des fois, ça peut créer une anxiété. Pour rien. Pour rien, exactement. Oui, tout à fait. Hey, merci pour tes réponses. Puis je pense que tu arrives à... Tu es arrivé à diminuer quand même mon anxiété par rapport au cancer. Ça fait plaisir. Merci infiniment. Les questions du public. C'est sûr que moi, comme étant un grand anxieux, je vais souvent sur des forums pour avoir des réponses à mes inquiétudes. Mais je tombe sur des questions intéressantes. Fait que j'ai des questions des gens du public que j'ai répertoriées, puis je voudrais te les poser. Parfait, vas-y. Parfait. Première question. Ma mère et ma grand-mère ont eu des cancers du sein. Si je fais une mastectomie en prévention, est-ce que j'ai des chances de ne pas avoir le cancer? Quand même, en prévention, c'est assez... Bien, on a parlé des cancers héréditaires. Donc, tu sais, dans un cas comme ça, si la personne est porteuse du gène, ça veut démontrer qu'elle a plus de risques de développer au niveau du cancer. Quand on parle d'une mastectomie préventive, ce que c'est l'ablation des seins au moment qu'ils sont parfaitement sains. Donc, je veux dire qu'il n'y a aucun cancer. Donc, ça peut aider dans certains cas, mais pareil, c'est une opération qui est assez invasive. Donc, tu sais, dans un cas comme ça, je veux dire, si la personne est porteuse du gène, ça serait de quoi regarder peut-être avec son médecin. Mais je veux dire, c'est une décision à prendre puis qui peut avoir un impact sans savoir si on va développer le cancer ou pas. J'ai découvert qu'un médecin italien utilisait du bicarbonate de soude pour combattre le cancer, car apparemment, le cancer ne peut pas se développer dans un milieu basique. Le bicarbonate de soude étant une base contraire d'acide couramment utilisée pour améliorer la digestion. Ça aiderait à combattre le cancer. Est-ce vrai? Oui, non, ça me fait sourire parce que c'est une idée qui est complètement loufoque, c'est complètement faux. Ce médecin italien-là, à la base, lui, il pensait que tous les cancers dérivaient d'un champignon qu'on a à l'intérieur du corps. Donc, l'idée, c'est que avec du bicarbonate de soude, le champignon n'était pas capable de proliférer. Ce médecin-là, il a été radié, il a été pas amené en justice, il y a eu un procès, il a même été poursuivi pour meurtre. Donc, OK, quand même. Oui, c'est ça. Donc, non, c'est ça, exactement. Donc, non, c'est totalement faux. C'est parce qu'il a été poursuivi pour un de ses patients qui est décédé suite au traitement qu'il a suivi. OK, d'accord. Je comprends, oui. Puis même si on prend du bicarbonate de soude en quantité excessive, ça pourrait même être dangereux pour certaines conditions de santé. Mais tu vois, c'est un peu loufoque, comme tu dis, mais c'est quand même important de la poser, cette question-là, parce que les gens sont bombardés d'informations, puis d'études ou de pseudo-études maintenant, puis on n'a pas à juger ces gens-là. Écoute, on reçoit des informations constamment, puis à un moment donné, tu vas chercher des informations où tu peux, puis... Exactement. C'est pas toujours le bon endroit, mais...
Est-ce que les vitamines ou produits naturels pris sur une base régulière peuvent aider à combattre le cancer ou au contraire, est-ce que cela peut interférer avec les traitements? Bien, pour le moment, il n'y a aucune vitamine ou de produit santé naturel qui a été prouvé efficace pour réduire les chances de cancer ou pour le traiter. Par contre, on a plusieurs études qui prouvent qu'il peut y avoir des interactions autant avec les traitements de chimiothérapie qu'avec les autres types de médicaments qu'on prend. Donc, ce qui arrive, c'est que si on veut prendre ce type de produit-là, il faut toujours se renseigner avec un professionnel de la santé, soit son pharmacien ou à son équipe médicale, pour savoir est-ce qu'il y a une interaction avec la médication que je prends? Puis aussi, est-ce qu'il y a un réel bénéfice? Parce qu'il y a pareil un marketing aussi qui est derrière ça, puis il y a des gens qui vendent du rêve un peu. C'est assez clair. Merci infiniment, Nicolas. Tu as réussi quand même à dédramatiser un peu tout ça. Puis on se rend compte aussi de l'importance que vous avez à travers le processus, qui, moi, quand même, moi, je connais votre importance en tant que pharmacien, mais il reste que ça me surprend par rapport à ça. On a toujours l'impression que parce que c'est le cancer, que là, c'est le médecin, c'est l'oncologue. Mais dans le processus, vous êtes super important. Merci infiniment. Bien, merci à toi. Oui, puis prenez soin de vous. Ce balado est un contenu publicitaire payé par Brunet. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.